Depuis les millénaires, avec une patience toujours recommencée, l'homme poursuit au-delà de toute science le rêve d'une sagesse supérieure. Pour Confucius, c'était l'ordre, Bouddha prêchait le renoncement, Platon défendit l'idée du bien, Épicure se fit l'apôtre du bonheur. Inlassablement, à toutes les époques, à côté des savants qui découvraient le monde et des poètes qui le chantaient, des hommes ont réfléchi à leur destinée et à leur situation dans l'univers des choses connues et ignorées. On les appelle les philosophes. Monsieur Bachelard, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? Votre question me surprend, car depuis quelques 40 ans que j'essaie d'en devenir un, je n'ai pas trouvé vraiment la voie directe pour faire une philosophie unique. De sorte que, je dirais, modestement, un philosophe, c'est un homme qui cherche la philosophie. Et quel est son rôle? Son rôle est très grand. Si on pouvait le mener à bien, vous prendriez naturellement contact avec la nature humaine, vous connaîtriez tous les problèmes et anciens et modernes, et vous essaieriez, si vous deviez être philosophe, de présenter des thèmes qui sont nouveaux. Des thèmes qui sont nouveaux, vous avez présenté des thèmes qui sont nouveaux, je crois, mais est-ce qu'il est possible d'acquérir cette connaissance totale dont vous parlez? Je ne pense pas, hein? C'est donc dire que le philosophe, tel que vous l'entendez, est un travailleur. C'est un travailleur de la pensée. Il ne sait rien, il ne peut pas faire appel à un savoir définitif. Et c'est pourquoi j'ai fait des tentatives si diverses, et mon Dieu, déjà assez nombreuses, sans que jamais, j'ai pu écrire un ouvrage qui me donne tout à fait satisfaction. Cet auteur insatisfait, des milliers de lecteurs le considèrent à présent comme l'un des plus remarquables philosophes contemporains. Gaston Bachelard est né le 27 juin 1884 à Bar-sur-Aube, en Champagne. Sa carrière ne laisse pas d'étonner. De 20 à 30 ans, il est employé des postes. En 1919, il devient professeur de physique et de chimie au collège de Bar-sur-Aube. Après 10 ans d'enseignement des sciences, à l'âge de 50 ans, il se tourne vers la philosophie. J'ai été un philosophe très tardif. Je ne sais pas si vous le savez. Vous avez été employé des postes d'abord? Oui, j'ai été employé des postes, j'ai été soldat, j'ai fait, n'est-ce pas, j'ai fait 7 ans de vie militaire, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, est-ce que vous vous doutiez qu'un jour vous seriez philosophe? Oh, jamais. C'est pas ce que je voulais devenir un technicien des télécommunications, comme on dit maintenant, n'est-ce pas? J'avais des idées. Vous vouliez faire la télévision, quoi? Oh, il n'était pas encore question. J'avais la télévision de ce qui aurait pu être. Non, n'est-ce pas? Mais, par conséquent, je n'ai pas eu la carrière de préparation que je vois maintenant en action, n'est-ce pas? J'ai passé l'agrégation à 38 ans, n'est-ce pas? Au sortir de la guerre de 14, en 18. Qu'est-ce qui vous a intéressé à la philosophie? Oui, parce que alors là, alors j'étais donc, après la guerre, j'étais professeur de physique et de chimie. Et puis d'histoire naturelle, parce que c'était un petit collège. Et c'est comme ça que j'ai passé l'agrégation. Donc d'abord la science. La science et l'enseignement. Quand j'ai quitté, l'ambition de devenir un technicien, c'est parce que j'ai été pris par si vous voulez, une espèce de jouissance d'enseigner. Dans mon petit collège, où j'enseignais un tas de choses, puisque quand j'étais agrégé, on m'a dit enseigner aussi la philosophie, n'est-ce pas? Eh bien, j'avais, si vous voulez, le contact extraordinaire avec les élèves. J'étais 11 ans professeur dans un petit collège. Je n'ai jamais donné une punition. Et on avait... je n'avais jamais en donné.
Est-ce que, parce que vous aviez des élèves tout à fait bon, spéciaux? non, différents des autres? c'était des élèves comme on en a dans tous les petits collèges. Vous les hypnotisiez peut-être? Non, pas du tout, pas du tout. J'avais une certaine sévérité, mais enfin, hein, j'étais d'une gentillesse avec moi, ça marchait très bien. J'aimais enseigner. Et quand j'ai été nommé l'enseignement supérieur, alors j'étais émerveillé. On passe de faire des 18-20 heures de cours par semaine à Dijon. J'ai eu 3 heures de cours, 3 heures par semaine. Et alors là, j'ai vu le prix de l'enseignement supérieur en France, qui donne beaucoup de temps aux professeurs pour étudier. Quand je suis arrivé à Paris, en 40, aussitôt, je commence à avoir eu toutes les satisfactions qu'on peut avoir dans l'enseignement. Et alors là, j'ai eu une chaire assez compliquée. La chaire que j'avais à la Sorbonne, c'est Histoire et philosophie des sciences. Et puis j'étais directeur de l'Institut d'histoire des sciences. Mais alors, la Sorbonne était très libérale, et comme cours public, j'ai commencé à faire des leçons sur l'imagination. Vous voyez? Alors vous quittiez un peu le rationalisme à ce moment-là? Ah, oui. Enfin, je prenais les problèmes tels que je pense qu'ils se posaient pour moi, et puis je posais très librement ma pensée. Mais justement, vous êtes connu comme philosophe rationaliste quand même. Oui. Et on se demande si vous vous considériez en vacances quand vous avez écrit vos essais sur l'imagination, sur vos rêves. Un petit peu, n'est-ce pas? Il fut un temps où je faisais des séances jusqu'à midi, et puis l'après-midi, enfin, je lisais les poètes. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans, par exemple, cette rigueur intellectuelle et scientifique qui est la vôtre dans certains de vos livres, et par contre la place immense que vous faites à l'imaginaire aussi? Oui. C'est assez rare de trouver ça chez le même homme. Je suis philosophe, je ne suis pas à une contradiction près. Vous dites que la philosophie est habituée aux contradictions. Oui, mais enfin, moi je les avoue. Les aveux de Gaston Bachelard, ce sont les livres qu'il a consacrés à la philosophie des sciences et à la rêverie. Lecteur fervent et lucide, il a retrouvé dans la poésie l'expression des rêves que nourrit l'imagination devant les éléments de la nature. Pour ses disciples, pour ses amis, Gaston Bachelard est devenu le docteur Estrève. Vous avez déjà dit que la raison n'explique pas les rêves. Et ensuite, vous vous êtes attaqué aux rêves. Oui. Vous avez essayé de les comprendre et de les analyser, je crois. Alors, c'est assez curieux de la part d'un philosophe rationaliste. Bon, d'abord, dans mes derniers livres, j'ai essayé j'ai affirmé que le rêve nocturne et la rêverie ne sont pas de même espèce. Et je ne m'occupe que des rêveries, n'est-ce pas? Par conséquent, le rêve nocturne me paraît, si vous voulez, d'abord il est trop loin de moi. J'ai lu naturellement tout ce que j'ai pu lire chez les psychanalystes, et Freud a été, longtemps, Freud a été mes livres de chevet. Seulement, je ne pénètre pas le rêve nocturne. Le rêve nocturne, d'abord, au moment où on le raconte, on le restitue, je ne suis pas sûr si on le restitue en bonne objectivité. Et alors, pendant les 25, quand j'étais jeune, que je travaillais, que je faisais des sciences, je ne rêvais pas. J'ose dire, je ne rêvais pas, ou du moins, je dormais bien et je ne rêvais pas. Mais alors le rêve, comme il est raconté maintenant, je n'ai pas, si vous voulez, la certitude qu'il nous fait davantage comprendre le psychisme. Mais la rêverie, qu'est-ce que c'est la rêverie pour vous le savez comme moi, n'est-ce pas? La rêverie, c'est la rêverie. L'ennui, c'est que rêverie,
ont la même étymologie, mais je trouve une très grande différence. En particulier, la rêverie du poète, bon, ma foi, hein, il rêve avec son encrier. Il rêve éveillé. Le rêve éveillé a voulu être un intermédiaire, n'est-ce pas? Quand de Soile, j'ai bien pratiqué tous les travaux de Soile, et il essaie de mettre le psychisme dans un état de rêve, n'est-ce pas? C'est tout de même le rêve éveillé. Mais la rêverie est nécessairement éveillée, du moins dans les formes où je l'ai étudiée, où elle apparaît, enfin, dans des œuvres poétiques, voyez-vous? Où l'intelligence exerce quand même un certain Je sais pas contrôle. si c'est l'intelligence, c'est l'imagination. Imagination. C'est l'imagination qui est rendue à sa puissance de création. Hein? Ces rêveries sur les éléments que Oui, vous faites oui. sur la matière, Oui. quels liens peuvent-elles avoir avec le philosophe rationnel? Mais pourquoi voulez-vous que je me donne des liens avec la philosophie rationnelle? Je vous dis, hein, quand j'étudie un livre de sciences, eh ben, j'étudie un livre de sciences. J'essaie d'être un bon élève, n'est-ce pas? De comprendre enfin, l'évolution de la science, les problèmes de la science. C'est quelque chose de tout à fait précis. Et si je voudrais en ce moment-ci lire des livres précisément sur la télévision, je n'ai pas besoin de rêve pour étudier ces livres-là, n'est-ce pas? Bon, il faut que je regarde, il y a des équations, n'est-ce pas? Il y a des équations, il faut les comprendre, elles soutiennent le développement de la pensée. Bon, maintenant après, si je prends un livre de Mallarmé, bon, je ne suis pas le même homme. Vous ne pouvez pas faire que je sois le même homme en lisant avec passion Mallarmé, n'est-ce pas? Et avec passion Poincaré. L'ami des poètes est aussi le compagnon attentif des hommes de science. Ses réflexions sur le nouvel esprit scientifique sont incisives et percutantes. L'homme moderne n'est pas devant la science, écrit Gaston Bachelard, mais bien dans la science, dans l'ardent devenir de la science, dans une accélération de devenir humain qui est bien l'un des caractères les plus dramatiques de notre temps. À mesure que la puissance de l'homme s'accroît, la gravité de son destin augmente. L'homme lutte contre des forces inconnues. Seule une sagesse dynamique, la sagesse nécessairement en éveil devant un univers nouveau, peut être une force opérante, capable de faire face à un nouvel inconnu. Monsieur Bachelard, on parle de science, d'hommes de science, de Oui. chimistes. Oui, Aujourd'hui, on parle beaucoup de physiciens. oui, Ils semblent nous faire peur maintenant, peut-être à cause de la bombe atomique, oui. mais les gens semblent craindre la science, et c'est avec raison. D'abord, craindre la bombe atomique, ce n'est pas craindre la science. Bon, C'est peut-être se méfier de la science. la bombe atomique, si elle fait, hélas, des actions monstrueuses, ne sont pas décrochées par les savants. C'est pas la science qui aura fait ça. Bon, c'est des gens qui sont des ignorants, peut-être en science, et qui ont des puissances qui n'ont rien de commun avec la puissance intellectuelle du savant. Alors ça serait c'est la puissance matérielle. Oui, je crois qu'il y a un déplacement des responsabilités. Le savon, parce que vous iriez très loin, là. Hein. Vous finiriez par croire que les monstruosités qui nous menacent, c'est de la faute à Lavoisier. Maintenant, vous parlez aussi d'une nouvelle nature humaine que le développement de la science est en train de former. Ah, ça c'est peut-être trop audacieux. N'est-ce pas? Évidemment, n'est-ce pas? Hein? Je crois que, en gros, la science n'a pas la philosophie qu'elle mérite. Voyez-vous? Laissez-moi souligner cela. La science n'a pas la philosophie qu'elle mérite. Tout le monde peut en parler maintenant de la science, n'est-ce pas? Tout le monde peut se souvenir de ses années de collège. Je crois que, philosophiquement, chez les philosophes, la science est jugée par des souvenirs de lycéens. Et non pas par l'actuelle science. Non seulement par son effort et par son changement vraiment prodigieux, mais comprenez-vous, du moins en France, on passe son baccalauréat. Avant le baccalauréat, pendant le baccalauréat, on a étudié ce que on a l'habitude de dire la science, et c'est pour la vie, n'est-ce pas?
Vous avez quelques curieux qui lisent des livres de vulgarisation, mais vous voyez personne qui travaille. Mais quoi, ça semble être un vice chez les philosophes de se désintéresser de la science, Ben, la façon dont vous en parlez. ben oui, c'est triste, c'est une tristesse philosophique de l'heure. Toute sa vie, le philosophe a dispensé, dans ses livres et dans ses cours, un irremplaçable enseignement. Encore aujourd'hui, c'est vers la jeunesse que se tourne Gaston Bachelard. C'est aux jeunes qu'il pense. L'école est faite pour la société, dit-il. Mais comme tout serait plus clair, plus doux au cœur de l'homme, si nous inversions la proposition, et si nous pouvions dire « la société est faite pour l'école ». L'école est un but. Nous nous devons à la génération qui vient. Hein. Je suis bien vieux, mais je voudrais encore pouvoir travailler. Hein? Est-ce que vous travaillez encore actuellement Mais j'essaie. Tout ce qui m'arrive, j'essaie de comprendre un peu autrement. Et non pas de m'enraciner dans ce que j'ai compris.